Alors vous avez l'habitude de dire qu'il vaut mieux lire la guerre 14 à travers les écrivains qui l'ont vécue, et que lire la guerre 14 à travers les écrivains d'aujourd'hui, finalement c'est une hérésie. Pourquoi? Alors, hérésie, bon, là, le terme est J'y vais un peu fort. oui, brutal. Ça le serait pour moi, parce que si je prétends transmettre quelque chose à mon tour des écrivains de la Grande Guerre, il vaut mieux que je m'en tienne à mon sujet avec modestie. Si je me mets à lire des livres qui apportent une autre vision de la guerre, je risque un peu de me perdre. Mais en revanche, pour les lecteurs d'aujourd'hui, ce sont peut-être les écrivains aussi d'aujourd'hui qui apportent le plus. Parce qu'ils posent sur la guerre, qu'ils n'ont pas connue évidemment, un regard actuel, mais qui est celui qui peut permettre plus facilement aux lecteurs, leurs contemporains, d'entrer dans le sujet. Donc là, en fait, ce que j'aimerais, c'est plus facilement avoir des effets de retour du côté des lecteurs de ces écrivains d'aujourd'hui. Et qui sont, me semble-t-il, des retours toujours très, très engageants. Oui, il est intéressant d'écrire sur quelque chose que l'on n'a pas connu, si on le prend au sérieux, afin de le rendre plus familier. Et on peut dire aussi que le succès de ces écrivains d'aujourd'hui prouve que le sujet intéresse toujours. Le prix Goncourt, par exemple. Mais oui, oui, ça ne cesse de me surprendre en même temps, parce que j'aurais tendance à dire que sur le monde actuel, il y a également beaucoup de choses à voir. Et donc là, on peut se poser une question, est-ce que c'est un intérêt qui nous propulse vers de bons lendemains, ou est-ce que c'est au contraire une façon de tourner le dos à la réalité d'aujourd'hui? Là, je pose la question. Alors pour terminer, je vais vous demander 5 textes marquants. Quels sont pour vous les 5 romans de la guerre qu'il faut avoir lus? Oh, je dirais pour moi et pour tous ceux historiens ou spécialistes de littérature qui ont abordé cette littérature, effectivement, les textes, nous avons Le Feu qui a eu le prix Goncourt en 1916 et que les bonhommes dans la tranchée considérés comme le meilleur ouvrage écrit sur ce qu'ils vivaient quotidiennement. On a La Main coupée qui en plus est extrêmement actuelle comme style, La Main coupée de Blaise Cendrars. On pourrait dire, pour prendre un terme lui aussi actuel, c'est absolument décoiffant. Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, mais ça c'est à titre personnel, c'est le premier livre que j'ai lu sur la Grande Guerre et je me rappelle que ça m'avait absolument bouleversée. Je devais avoir 16 ans, j'étais étudiante en droit et c'était un camarade qui me l'avait offert. Et donc je suis encore bouleversée en pensant à mes 16 ans, à ses études, à mon camarade et aux Croix de bois. Donc là, ça en fait 3. Il faut rajouter Le Grand Troupeau, qui est du très grand Giono. Et puis, pour ne pas être uniquement dans la littérature française, le livre que lisent toujours les jeunes, même allemands, je l'ai vérifié, À l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque. Les 5, oui, je dirais ceux-là. Ceux-là. Bon. Très bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser? Je voudrais dire que... Ce que je voudrais dire, c'est que bon, pour les écrivains qui étaient déjà dans une œuvre, en fin de compte, la guerre a rompu leur œuvre. C'est-à-dire on leur a imposé un thème
Bien sûr, maintenant, on peut faire sur la guerre, parce qu'en fait, c'est un fond, quoi. Tandis que là, ils étaient quand même dans l'action. Donc, je pense, on ne saura jamais l'œuvre qu'ils auraient élaborée s'il n'y avait pas eu la guerre, quoi, en fin de compte. Alors là c'est un sujet qui est souvent débattu, mais, je préfère en parler à partir de l'expérience des peintres, parce qu'ils l'ont dit d'une manière très claire. Les écrivains donnent plutôt l'impression qu'ils ont poursuivi leur œuvre, même s'il y avait rupture, mais c'était leur œuvre. Les peintres, j'évoquais André Derain, et on le voit aussi chez Fernand Léger, dans leur correspondance, n'arrêtent pas de dire « on est en train de m'empêcher de poursuivre mon œuvre picturale ». Alors qu'il y en a qui sont bien tranquilles à l'arrière et qui continuent à peindre et à exposer, et moi je ne peux pas. Et c'est d'autant plus frappant que la plupart de ces peintres en France n'ont pas représenté la guerre. Fernand Léger a fait quelques dessins, André Derain, rien. Au contraire, des peintres expressionnistes allemands qui, eux, l'ont représenté. Maintenant, pour les écrivains, certains ont pu reprendre leur œuvre par la suite, là où elle s'était interrompue. Je pense à Giono, avec Le Grand Troupeau qui est venu par la suite, puisqu'il a écrit dans les années 30. Blaise Cendrars, là c'est évident, oui, il a abandonné totalement la poésie. Des gens comme Romain Rolland, est-ce qu'il y a un effet de rupture? Après la guerre, il a voulu surtout se changer les idées. Il est parti pour l'Indochine, d'où il a rapporté un ouvrage sur la colonisation française en Indochine qui est à la fois favorable et très critique, empreint d'humanisme, et un roman, Partir, dans lequel la guerre n'apparaît pas. Et c'est souvent ce qu'on voit dans ses œuvres. La guerre ensuite est oubliée, au contraire de ce qu'on va avoir chez Céline. Mais peut-on imaginer ce qu'aurait écrit Céline sans la guerre? De toute façon, il restait lui-même, une partie du voyage au bout de la nuit se passe en Afrique, où il est parti en 1917, et son regard, le regard qu'il porte sur l'Afrique, est aussi sombre, désespéré et décapant que celui qu'il porte sur la guerre. Donc là, pour moi, la question reste ouverte. Il y a aussi les écrivains qui sont nés de la guerre, Genevois, par exemple. Alors Genevois, là aussi, s'il n'y avait pas eu la guerre, peut-on dire qu'il ne serait pas devenu écrivain? Tout son parcours intellectuel le conduisait à cela. Il était vraiment le jeune intellectuel appelé à devenir professeur agrégé, mais il aurait certainement écrit, comme il l'a fait par la suite, sur les bords de Loire, sur la chasse, alors même qu'il n'était pas chasseur, et que sa vision de la nature, il l'a extraite de son enfance. Et justement, quand on voit dans des récits autobiographiques qu'il a sortis par la suite, les références à toujours une violence sous-jacente, on peut penser que cette violence sort de la guerre, mais elle sort également de son enfance. Il a été marqué, lui, par la disparition prématurée de sa mère. Et l'on trouve ce même état d'esprit chez, et d'ailleurs le même orphelinat de mère, si je puis dire, chez Pierre Macorlan. Donc, je ne sais pas. D'autres questions? Est-ce qu'on sait quelque chose sur Verhaeren, par exemple? Oui, alors Verhaeren, c'était le grand drame de Stefan Zweig, qu'il admirait énormément, dont il était un ami, qu'il allait voir à
Saint-Cloud ou à la maison de la frontière belge dans les Ardennes, le Caillou qui bique, et qu'il voyait comme lui aussi animé d'un esprit internationaliste. Et Verhaeren, pendant la guerre, a au contraire abandonné toutes ses positions pacifistes et il est devenu extrêmement, on va dire, patriote, certainement, devant la Belgique occupée par les troupes allemandes, mais également, à employer un terme un peu fort, revanchard. Il a écrit des textes très très durs, jusqu'au jour où le malheureux s'est fait renverser, écraser par un train en partance de Rouen, ce qui a tout à fait bouleversé ses amis français, dont également Romain Rolland. Mais Stefan Zweig, en même temps, disait c'est trop dommage, mais ce qu'il écrivait, dont j'ai oublié les titres, ces derniers temps, n'était plus digne du grand Verhaeren que nous avons connu, proche des hommes. Encore une petite question. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. On en sait un peu plus. Merci à vous.